Est-ce que les coopératives résistent mieux à la crise ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Radio Broadway a installé ses micros à Kergrist, au nord de Pontivy. Il y a quelques minutes se terminait l'Assemblée générale du pôle ESS Centre-Bretagne, le pôle d'économie sociale et solidaire, qui vous propose cette table ronde radiophonique. L'économie sociale et solidaire, elle est souvent caractérisée par un socle de valeurs ou des grands piliers ou principes. Alors ça peut varier d'une définition à une autre, mais on peut citer 3 grands axes. La personne au cœur de l'économie, un modèle économique spécifique et un fonctionnement démocratique. Alors est-ce que dans le monde des entreprises, ce ne serait pas les coopératives qui pourraient le mieux répondre à ces critères, à ces enjeux ? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes accompagnés de François Marciano, directeur de Duralex Scope, Stéphanie Mougnard, co-gérante de Biocop Calune, Jérôme Carpinelli, directeur adjoint de l'URSCOP, l'Union régionale des Scop et SIC de l'Ouest. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors pour démarrer, on va faire un rapide tour de table. Si vous pouvez essayer de nous présenter en une phrase ou deux votre structure. Alors François Marciano. Alors Duralex, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise de verre creux. Vous avez 2 sortes de verriers, ceux qui fabriquent des vitres et ceux qui fabriquent des contenants. Duralex est un fabricant de contenants, il fabrique plein d'ustensiles des arts de la table. Stéphanie Mougnard. Donc notre structure c'est Biocop Calune et on gère 3 magasins Biocop sur Pontivy, Loudéac et Beau. Jérôme Carpinelli. L'Union régionale des Scop de l'Ouest se situe sur 3 territoires, la Bretagne, la Normandie et Pays de Loire, et a pour but d'accompagner des projets coopératifs, Scop et SIC, sur le territoire. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà un terme qu'on a répété plusieurs fois, la SCOP, Société coopérative et participative. Alors, on trouve aussi parfois Société coopérative de production, une société dont les salariés sont les associés majoritaires. Alors si on dit quelques mots de la forme juridique, une SCOP peut aussi bien avoir la forme juridique d'une société anonyme, à responsabilité simplifiée ou par action simplifiée. On le constatera aussi sans doute dans nos échanges, mais les SCOP peuvent bien concerner tous les secteurs d'activité. Il est toutefois nécessaire d'obtenir un agrément de la part du ministère du Travail. Et si on parlera surtout de SCOP, vous entendrez sans doute aussi le terme SIC pour Société coopérative d'intérêt collectif. Alors François Marciano, on a la chance de vous avoir parmi nous ce soir. Vous faites beaucoup de route pour être à Kergrist avec nous. Alors Duralex est aujourd'hui une SCOP, ce n'est le cas que depuis quelques mois. Est-ce que l'on peut redonner quelques points d'histoire de l'entreprise et expliquer ce qui l'a amené à devenir coopérative? Alors en fait, Duralex, une entreprise qui depuis 30 ans est pillée par des repreneurs, différents repreneurs, des gens qui voyaient leur intérêt et qui pompaient sur l'entreprise, qui pompaient environ 8 millions d'euros chaque année de management fees et n'investissaient pas dans l'entreprise. On arrive au bout de 30 ans, après 6 dépôts de bilan, l'entreprise est rincée, l'entreprise n'en peut plus. Il faut trouver une solution. La solution était simple, un projet industriel. Parce que Duralex, avant d'être quoi que ce soit, c'est un projet industriel. Vous ne relancez pas une entreprise, même sous la forme d'une SCOP ou d'une SIC ou ce que vous voulez, si le projet ne tient pas la route. Il y avait un projet industriel, et derrière ça, on s'est dit comment relancer ce projet industriel. Il y avait plusieurs solutions. Vous pouvez prendre des investisseurs, vous pouvez prendre des LBO, mais ça voulait dire refaire la même chose, c'est-à-dire financer des actionnaires et ne pas investir dans l'entreprise. À partir de là, on s'est dit le seul et unique moyen pour porter le projet industriel de Duralex était une SCOP. Donc on a choisi de faire une SCOP. Seuls les salariés sont associés. Alors je ne sais pas si vous connaissez les modèles de SCOP, j'ai pour habitude d'expliquer très simplement, Duralex est une société anonyme. Donc vous avez, dans une société classique, une société anonyme, vous avez des actionnaires. Nous, on a des associés. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont souvent des cols bleus plutôt que des cols blancs. En dessous, vous avez sur le système classique ce qu'on appelle un board. Nous, en SCOP, on a un conseil d'administration. Donc c'est exactement le même format. Et en dessous, vous avez un directeur général. Donc
La différence entre une SCOP et une autre société, il n'y en a aucune. C'est exactement la même chose. Sauf que l'argent reste dans l'entreprise. Alors, à l'heure actuelle, maintenant que c'est une SCOP Duralex, ça représente combien de salariés et combien d'associés parmi ces salariés? Alors, effectivement, on a repris l'entreprise avec 226 salariés. 148 sont associés. Alors, imaginez convaincre les salariés qu'au bout de 6 dépôts de bilan, la 7e va gagner parce que c'est nous qui reprenons, c'est un peu compliqué. Entre ces salariés qui hésitent et les salariés qui ont des problèmes, financiers, parce que vous avez des divorces, donc il faut payer la pension alimentaire et mettre 500 € dans une SCOP, c'est un peu compliqué. Donc, le but de cette entreprise, c'est d'aller chercher les quelques-uns réticents d'ici les 3-4 ans, de façon à ce qu'on ait 100% d'associés chez Duralex. C'est important cet objectif de 100%, de ne pas avoir des salariés plus classiques? Alors aujourd'hui, on n'en voit aucune différence dans le pilotage. Au quotidien, on voit pas de différence. Par contre, oui, je trouve que c'est quand même l'esprit d'une SCOP, c'est quand même travailler tous pour nous tous. Je dis toujours cette anecdote. Le tribunal a donné Duralex à ses salariés le 1er août, donc je fais le tour de l'usine pour saluer tout le monde, puis tous ceux qui étaient licenciés, qui étaient présents. Donc ça, vous imaginez la fête que ça a été. Et puis d'un seul coup, je regarde, je dis, mais ils ont éteint les lumières. Alors je vais voir, je dis, mais vous avez éteint les lumières? Oui, maintenant on est patron. Et justement, au sein de Duralex, les salariés, les syndicats, ça a dû susciter un certain nombre de débats, vous l'avez dit, sans doute des réticences. Vous pensez quand même que rapidement, ça a tendance à faire l'unanimité? Alors oui, d'abord bien comprendre que au début, surtout pour les syndicats, c'est schizophrène. Vous imaginez, je suis contre le patron et demain je suis le patron. Donc et il reste quand même syndiqué, parce que dans une entreprise de la taille de Duralex, vous avez toujours un CSE, vous avez toujours un CE, vous avez tous les organes classiques d'une entreprise. Donc il reste d'un côté syndicaliste, et ils demandent des choses à la direction. Ils sont patrons pour voter les budgets, donc ils votent les budgets. Je donne l'anecdote, on a voté, j'avais mis dans le projet 5% d'augmentation. Et puis donc moi j'arrive, je prends le comité devant moi et je leur dis, écoutez, on avait mis au budget 5%, on l'applique? Et donc là ils étaient bien embêtés, parce que je dis, on gagne toujours pas d'argent, mais on l'applique ou on l'applique pas? Et en même temps, il y avait les syndicats, ils disaient, si, nous on veut quand même des augmentations. Alors, vous le faites ou vous le faites pas? Et ils l'ont fait, mais vous imaginez dans la tête comment c'est compliqué. Et finalement, on les amène tout doucement et on leur explique et on les forme, surtout. Et ça, c'est le plus important, c'est qu'on a, nous aussi, tout le monde a son URSCOP, tout le monde a chacun le sien. Nous, on a le nôtre. Ils viennent et ils forment nos associés à piloter l'entreprise, à avoir le langage d'une entreprise, à comprendre ce que c'est que les résultats, ce que c'est que le cash, etc., etc., etc. Donc ça se met en place et on les forme un petit peu. Alors justement, Jérôme Carpinelli, l'accompagnement, la formation, c'est le rôle d'une structure comme la vôtre. Oui, on dit souvent on ne naît pas coopérateur, on le devient. Et c'est vrai que lorsqu'on vit une telle situation dans un projet de reprise à la barre, la première c'est de se sortir de cette situation. Et lorsqu'on part après sur un schéma SCOP, c'est leur donner tous les clés de lecture. Et l'Union régionale des SCOP a des programmes de formation, c'est-à-dire accompagne les salariés par tout un programme, devenir associé. Qu'est-ce que ça veut dire devenir associé? La répartition du résultat, lorsqu'il y aura du résultat, mais on fait quoi du résultat? Comment se le répartit entre l'intérêt personnel, l'intérêt collectif, l'intérêt pour l'entreprise? Donc il y a pas mal de questionnements et c'est intéressant de donner la culture pour pouvoir avoir l'esprit critique, la capacité de pouvoir prendre une décision. Et le processus de formation fait partie de notre mission au niveau de l'Union régionale des SCOP de former au maximum le nombre d'associés. Donc de former des salariés qui ne se destinaient pas à avoir ces responsabilités, mais former aussi peut-être des gérantes et gérants d'entreprises plus traditionnelles, on va dire, et qui se dirigent vers le format SCOP. Oui,
On a tout un parcours, en fin de compte, de la formation de je découvre le statut d'associé à je suis au sein d'un conseil d'administration. Vous imaginez, dans un conseil d'administration, il y a des choix de décision, il y a des responsabilités. À je vais devenir dirigeant d'une entreprise coopérative. Et donc, il y a tout un parcours qui s'échelonne sur différents programmes avec aussi une formation diplômante au niveau de Dauphine qui permet aux dirigeants de pouvoir aussi avoir un diplôme reconnu sur une formation réalisée. Stéphanie Mougnard, pour Biocop Calune, l'historique est un peu différent par rapport à Duralex. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de la genèse de votre entreprise ? Donc nous, pour le coup, on est une vieille SCOP locale. Calune a été transformée en SCOP en 1996. Donc plus de 30 ans, enfin bientôt 40 même. Et sur le territoire du Centre-Bretagne. Voilà, donc nous, notre histoire, le premier magasin, donc au tout départ avant la SCOP, c'était une association. Donc après, il s'est transformé en SCOP sur Pontivy. Le magasin de Pontivy a grandi et a déménagé dans nos locaux actuels en 2006. Ensuite, on a ouvert le premier magasin à Loudéac en 2011. Après, donc, la croissance a continué. Le magasin de Pontivy s'est agrandi. On a ouvert un deuxième magasin sur Locminé en 2019 et on avait ouvert un dernier magasin en 2021 sur Beauf. Voilà, c'est la décennie actuelle qui est, en tout cas les 5 dernières années, qui sont assez particulières pour Biocop Calune. On en parlera dans quelques instants et justement, on va se poser la question de ce que ça change pour Calune d'être une SCOP. En ce qui concerne Duralex, François Marciano, si on se penche sur les difficultés rencontrés, ou en tout cas les points de vigilance spécifiques au fait d'être une SCOP, qu'est-ce que vous avez identifié au sein de Duralex ? Vous vous êtes dit, là, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes soucis ou questionnements. Alors, avant ou après ? Alors, dans la mise en place et dans les premiers mois. Alors, ouais, parce que, non, dans les premiers mois, pour Duralex, mais c'est une exception, hein, ça n'existe pas, enfin, ou très rarement dans la reprise d'entreprise, il ne s'est rien passé. Parce que Duralex est ISO 9001, ISO 35001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001. Et donc, il y a tous ces processus, toutes ces procédures. Donc, c'est très normé, ça ne change absolument rien depuis la reprise, hormis le fait du pilotage. Par contre, avant, oui, ça a été très compliqué. Oui, extrêmement compliqué, parce que vous avez quand même l'État qui ne veut pas de l'ESS, qui ne veut pas de SCOP, donc qui ne veulent pas financer, et vous vous retrouvez devant des banquiers qui vous disent non. Donc ça, c'est très compliqué. Si on n'avait pas eu le soutien du président de région et le soutien du président de la métropole, c'est-à-dire les deux grandes personnes de la région, sans eux, on était foutus, quoi. Donc on parle d'économie, de social, mais le contexte politique est essentiel. Ah, il est essentiel. Si vous n'avez pas le soutien, c'est pas possible. Vous reprendre une entreprise comme Duralex, c'est 15 millions d'euros sur la table. Donc quand vous prenez 15 millions d'euros, vous allez voir les banquiers de 15 millions d'euros, ils vous disent vous mettez combien ? Moi, j'avais imposé que les salariés ne mettent pas plus de 500 euros, entre 500 et 2000. J'avais laissé ouvert entre 500 et 2000 maxi. Pourquoi ? Parce qu'ils donnaient bien assez depuis 30 ans de leur personne. J'estime qu'ils ont besoin de leur salaire tous les mois. Il était hors de question de dire vous allez donner beaucoup plus. Donc ça, moi, j'avais mis un point d'honneur à ce que ce soit comme ça. La deuxième chose, il était hors de question d'aller jusqu'au dépôt de bilan. Parce que souvent, le modèle classique, c'est ils attendent que vous tombiez en liquidation. Les salariés touchent leur prime de départ, et avec cette prime de départ, reprennent l'entreprise. Imaginez bien que de toute façon, si on avait fait ça avec Duralex, c'était mort parce qu'on éteignait le four, et un four, ça s'éteint pas. Donc ça, c'était pas possible. Et ensuite, c'est pas parce qu'ils auraient eu un an de salaire que ça aurait changé quoi que ce soit. Vous savez, j'ai Bercy qui m'a dit mais comment vous allez faire vous allez reprendre avec les salariés l'entreprise, mais vous n'avez pas de trésorerie, vous êtes foutus. Et j'ai répondu tout simplement, mais l'autre avant, il était milliardaire, vous avez vu le résultat.
Expliquez-moi la différence. Il n'y en a aucune. Aucune. Donc ça, c'est des préjugés, c'est les gens se mettent dans la tête. Ils ont un système qui est bien huilé et ils ne veulent pas en sortir. Le problème, c'est que si on veut sauver l'industrie française, si on veut sauver toutes nos entreprises, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Et les scopes et les SIC en sont un gros morceau. Hein. Si on donne un petit peu de contexte, on comprend que vous, à la base, vous n'étiez pas salarié de Duralex. Si. Alors, vous êtes arrivé en quelle année et comment alors? Alors, je viens d'une entreprise du Nord, hein, d'un verrier, un gros verrier, où j'ai fait 30 ans. Et cette verrie a été reprise par des Américains. Donc, avec des objectifs qui ne collaient pas du tout à ma vision, j'ai donc quitté cette entreprise. Et je cherchais une entreprise. Et j'avais un ami qui était chez Duralex. Et il m'a fait visiter. J'ai dit, mais t'es fou, je vais pas faire 400 bornes pour aller travailler. J'ai dit, mais j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai dit, tu rêves. Et puis, je suis allé visiter Duralex. J'ai fait un audit. Et là, j'ai constaté le dégât. Donc, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec cette entreprise? Donc là, on est... 2016. Février 2016. Février 2016. Et finalement, j'ai signé le jour de la Saint-Valentin. Vous voyez, c'est comme quoi, parfois... les moments sont importants. J'ai signé le jour de la Saint-Valentin. Je suis arrivé comme directeur exécutif. Donc je venais pour transformer l'entreprise. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait déjà 40 millions de dettes. Donc c'était le 6e dépôt de bilan, sauf que le président, à l'époque, jouait au président. Mais un vaudeville et un sketch, hein, je pourrais raconter et faire un bouquin, je le ferai peut-être plus tard, mais il arrive avec sa petite Audi, ses berloutis aux pieds, et il jouait au président. Seulement, il y a des salariés. Avec 40 millions de dettes, on va pas loin. Et donc, je suis allé voir le tribunal et j'ai demandé au tribunal à déposer le bilan. Ils m'ont refusé parce que j'étais pas mandataire. Et à partir de là, j'ai demandé qu'on ouvre une conciliation avec un mandataire. Mandataire qui a été nommé. Et 2 ans après, ils ont déposé, et j'ai cherché un autre repreneur. J'ai trouvé donc Pirex. Et 4 ans après, vous connaissez le résultat. Donc on a repris en scope parce qu'il fallait arrêter. Voilà un petit peu l'histoire. L'idée de la scope, à quel moment elle a commencé à germer? Alors, l'idée de la scope n'a pas germé du tout. Hein. On vous appelle, on vous dit « François, demain, on te dépose ». Donc là, vous vous écroulez, hein, vous êtes tout seul dans votre appartement et vous dites « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que vous savez que vous allez passer une nuit blanche, hein, que là, c'est mort, ils viennent de vous gâcher la soirée. Vous vous dites « Comment je vais faire ?» D'abord, vous analysez pourquoi, le comment, et puis... Moi, étant dans l'entreprise, je savais ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai posé le projet industriel. Et après, je me suis dit, je vais appeler les copains, je veux bien trouver quelqu'un qui va m'aider, qui va investir, qui va mettre dans l'entreprise. Et je me suis dit, mais si tu fais ça, ça va recommencer. Et donc, j'y connaissais absolument rien. Hein. Je me suis dit, mais on peut faire une coopérative, un truc comme ça. Et donc, le lendemain, j'ai appelé les syndicats dans la salle, puis je dis, écoutez, les gars, il y a peut-être une solution, c'est de faire une coopérative. Et c'est là que la CFDT m'a dit, ouais, mais nous, on connaît, il y a les scopes. Du coup, l'URSCOP est arrivé, nous a présenté ce qu'était l'URSCOP, on l'a vendu aux ouvriers et à tous les employés qui étaient là, et puis on a lancé l'aventure. C'est comme ça que ça a démarré. Justement, là, on parle de l'URSCOP, l'Union régionale des sociétés coopératives. Jérôme Carpinelli, des cas comme celui de Duralex, on imagine que ce n'est pas la majorité des scopes. Non, c'est assez rare, parce que c'est vrai que des projets industriels, on voit bien le positionnement actuel. C'est un vrai combat. Il faut tenir aussi dans ces capacités-là à pouvoir mener. Mais on voit bien que l'intérêt d'avoir nos outils industriels en France
et développé sur des projets de long terme peut être hyper intéressant, même globalement pour nos territoires. On a, nous, plus le cas sur le territoire de l'Ouest de projets de transmission, c'est-à-dire des entreprises saines qui basculent. C'est la moitié de nos dossiers aujourd'hui. On a des entreprises saines qui basculent en scope ou en SIC dans le processus, ou des mutations d'associations comme Biocop Kelun historiquement qui ont basculé. La reprise à la barre nécessite aussi, en fonction des unions régionales des scopes, il y en a certaines qui sont très spécialistes, d'autres un peu moins, et qui ont fait des choix stratégiques. La reprise à la barre pour en traiter là 2 actuellement, mais nous, ça représente que 5 à 10% de nos dossiers, pour vous donner sur les reprises à la barre. La difficulté, on se confronte, si on n'a pas entre guillemets, les mandataires peuvent faire le pluie et le beau temps, les décisions ne se font pas au tribunal, mais se font avant le tribunal, il y a plein de décisions, et donc il faut avoir un niveau d'influence et un niveau de lien avec ses partenaires, qui soient d'ordre politique ou d'ordre mandataire, très important, qu'on a peut-être moins ici à l'UR Ouest en termes de stratégie, parce qu'on peut pas être partout, mais c'est intéressant parce qu'on voit énormément d'entreprises auxquelles il y a des talents qui s'arrêtent, soit par des épuisements de dirigeants. En ce moment, la question de la charge mentale, de l'impact, on voit des dirigeants qui arrêtent alors qu'il y a des salariés, il y a de l'activité. Donc il y a des choses à faire qui pourraient être intéressantes si, on va dire, les lumières étaient plutôt ouvertes, avec la possibilité d'étudier des scénarios de statut scope. Surtout qu'on voit que le taux de pérennité de nos entreprises coopératives, indicateur INSEE, donc on peut pas dire c'est nos propres indicateurs qu'on pourrait influencer de manière plus ou moins, on est à 79% de taux de pérennité à 5 ans contre 61% sur les sociétés classiques. Et pourtant, on ne met pas en avant le statut coopératif. On a des indicateurs qui le prouvent, mais vous voyez bien, c'est aussi un changement culturel, une certaine révolution, donner le pouvoir aux salariés, mais quelle idée, en fin de compte, de remettre, entre guillemets, le patrimoine sur le territoire. Mais quelle idée, voilà. Donc c'est intéressant on voit qu'il y a des changements culturels qui sont de plus en plus profonds, on voit des évolutions, et on va dire qu'on on est dans le moment clé. Est-ce qu'on va réussir à franchir le pas et avoir une vraie dimension portée, avec une vraie volonté de conserver nos emplois sur le territoire, conserver même pour nos générations futures, dans la dynamique qui se développe actuelle. Et le statut SIC est aussi un autre outil qui permet aujourd'hui, là on est assez étonné, on voit des grands réseaux qui sont hors du système coopératif qui se posent la question de projets coopératifs, alors que cet élément-là était complètement inimaginable au préalable. Donc on voit des changements culturels, mais qui se font véritablement en douceur, mais qui mettent du temps, on va dire, dans le processus. Donc on le comprend en vous écoutant, c'est aussi une question de connaissance, de compréhension finalement de ce qui se cache derrière ces sociétés coopératives. Et c'est vrai que peut-être que pour des personnes plus éloignées de ce monde, il y aura peut-être de l'étonnement en apprenant qu'il y a dans les scopes des directeurs et des directrices comme vous, François Marciano, des gérantes et gérants comme vous, Stéphanie Mougnard. Alors, comment se décide la gérance d'une société coopérative ? Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous avez d'abord tous les salariés qui vont nommer, et donc ces élections, le CA, donc ils nomment un CA, et le CA nomme un directeur général. Donc le mandat définit son salaire, définit tout le périmètre du mandataire. Et après, lui donne plein pouvoir pour piloter l'entreprise. Donc c'est vraiment, vous êtes élu. Et si vous n'êtes pas bon, ils vont changer. Alors, au cas où, la durée du mandat moyen est entre 3 à 4 ans, en règle générale, la durée de mandat. Et on a testé à un moment donné dans nos coopératives le taux de survie de nos dirigeants. On l'a mis dans le bâtiment, parce qu'on sait que dans le bâtiment, ils ont un tempérament relativement... Alors, il y a d'autres secteurs où les tempéraments sont relativement durs. Et on a fait une étude il y a quelques années sur le taux de survie de nos dirigeants de scope. C'est une première question, des fois, lorsque on a des projets qui nous arrivent. Durée de mandat 4 ans, c'est-à-dire je vais engager tout un projet, et dans 4 ans, je peux être viré ou démis de mes fonctions. Et on s'est rendu compte que en général, en moyenne, souvent c'est 3 à 4 mandats minimum dirigeants, parce que vous imaginez bien changer un dirigeant qui a les contacts relationnels ou autres. Alors dans certains cas, il y a d'autres cas de figure, mais en fonction du contexte, mais la moyenne générale, on va dire, est celle-ci. Et on voit aussi dans d'autres cas de figure, on pourra l'évoquer, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi des basculements qui se font aussi de dirigeants à un moment donné, lorsque dans des situations de crise ou des sentiments, on va dire des périodes un peu difficiles dans différents secteurs d'activité que différents
différents domaines d'activité, on voit des changements de dirigeants qui se font de manière opportune pour pouvoir permettre la pérennité de la boîte. Et c'est vraiment l'objectif premier, c'est comme on est déconnecté de la notion de valorisation de capital, de notion financière ou de retour sur investissement de manière forte sur la notion du capital, la détention du capital, on est plus sur une notion de la pérennité de la boîte et d'assurer les emplois sur le long terme. Et donc, il y a aussi des cas de figure où des dirigeants partent. Alors Stéphanie Mougnard, on vous a vu sourire pendant le début de la réponse de Jérôme Carpinelli. Comment ça se passe au sein de Biocop Calune et comment vous êtes arrivées toutes deux avec Swazik qui est également dans la salle, comment vous êtes arrivées co-gérantes? Comment ça s'est passé? Alors, notre désignation de gérante s'est faite dans un contexte assez compliqué. Notre ancien... donc, on vivait une situation économique difficile et notre ancien gérant a été en arrêt maladie juste avant de déposer le dossier de redressement judiciaire au tribunal de commerce. Donc, justement, le statut SCOP fait qu'on était déjà, Swazik et moi, associés. Donc, on a proposé à notre CA de faire une cogérance qui nous désigne cogérante pour porter, dans un premier temps, le projet de redressement judiciaire. Et c'est clairement le statut SCOP qui fait qu'on s'est porté volontaire à l'élection du CA, puisque ça ne... on a passé des nuits blanches, mais on n'a pas pris de risques financiers personnels. Par contre, en termes d'engagement, parce que c'est des périodes, vous imaginez bien que ce soit dans les deux cas de figure, où c'est des périodes où il faut mettre une énergie, une intensité de manière forte. Là, aujourd'hui, lorsqu'on voit le travail mené par les deux co-gérantes de Biocop Calune, juste en nous en retour, parce qu'on suit, on va dire, le dossier, on essaye tant bien que mal de les accompagner à côté, mais on voit qu'il faut aussi cette belle énergie, cette volonté. Et lorsqu'on voit la situation aujourd'hui actuelle de Biocop Calune, c'est grâce aussi à la dynamique et la volonté notamment des co-gérantes et des futurs associés qui montrent qu'à un moment donné, ça peut se redresser, ça peut repartir dans le bon sens. Et donc ça, on voit des cas de figure de plus en plus là-dessus où face à une situation de crise, il y a à un moment donné des personnes qui se redressent et qui disent on peut essayer de trouver quelque chose et d'amener les choses vers une amélioration de l'entreprise. Alors Stéphanie Mougnard, on parlait tout à l'heure de formation. Est-ce que vous destiniez à devenir gérante d'une structure comme Biocop Calune? Est-ce que ça correspond à vos études, à votre parcours? Alors oui, j'ai un DESS de gestion des entreprises sociales, donc un des diplômes pionniers en 2002. Donc j'ai fait un parcours étudiant qui correspond à ça. Mais après, dans mes différentes expériences professionnelles, j'étais pas prédestinée à devenir gérante de magasins bioalimentaires. Mais a priori, peut-être que sans tout ce bagage universitaire, vous ne seriez peut-être pas lancé ou qui sait? Qui sait, après, sur la formation, nous, au quotidien, on a été dans notre parcours, on a été accompagnés par l'URSCOP. Donc, en tant que gérante, pour affermir notre position, on a suivi la formation PASS 2. Donc forcément, ça me rappelait des souvenirs de ma formation, mais donc on a refait le choix de se former et là on est reparti à zéro sur la formation de nos associés. Enfin, on a relancé toute notre vie coopérative, donc on a plusieurs salariés qui ont suivi la formation Bienvenue en Scope et hier et aujourd'hui on a 3 nouveaux associés qui ont suivi la formation PASS 1. Nos nouveaux associés, on est rentré. On a mené plusieurs projets de front une fois que notre plan d'apurement du passif a été validé. Et maintenant, on est reconcentré sur la dynamisation de la vie coopérative et on a mis en place un plan de formation pour nos sociétaires. Une petite question concernant 4 lettres. Alors, les personnes qui sont avec nous aujourd'hui à Kergrist et qui ont assisté à l'Assemblée Générale connaissent très bien ces 4 lettres, QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. D'un point de vue social, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le quotidien des salariés de Duralex? Est-ce que la QVCT est-elle de fait meilleure dans une SCOP? François Marciano. Non. Voilà.
Non, pourquoi ? Parce que, effectivement, ça fait quand même 8 ans qu'on a en place la QVCT chez Duralex. C'est suivi, je vous l'ai dit. C'est une particularité de Duralex. On était certifié sur plein de certifications ISO. Donc tout était en place, tout était déjà en place. Dans une entreprise de la taille de Duralex, vous pouvez pas aller à l'improviste, c'est pas possible. Hein, vous tournez 24/24, 365 jours par an. Vous allumez le four, vous êtes parti pour 12 ans. Vous pouvez pas dire nous à Nouvel An ils bossent quoi. Hein, le réveillon ils le font à l'usine. Hein, à Noël ils le font à l'usine. Moi je leur amène des plats, je leur amène des plateaux. Enfin c'est pas, vous pouvez pas vous permettre d'erreur. La seule chose qu'on a faite pour la SCOP, c'est que j'ai demandé à être certifié ISO 37001, anti-fraude. C'est-à-dire que le dirigeant, et même toutes les personnes qui ont accès au portefeuille et à tout ce qu'on veut de Duralex, ne peuvent pas truander. Parce que quand vous êtes dans la taille d'une entreprise comme Duralex, vous avez toujours des possibilités. Donc on s'est fait certifier pour la boucle est bloquée. On ne peut plus truander chez Duralex. Jérôme Carpinelli, alors c'est vrai que là on est au sein de l'ESS, on parle beaucoup de valeurs, de principes. On a compris que c'était quand même surtout une motivation économique, mais est-ce qu'on trouve d'autres motivations sociales ou d'idéaux ? Alors il y a énormément d'expériences, de projets coopératifs qui sont tous différents. C'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes principes, les principes de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, mais dans le mode de fonctionnement, on peut visiter une SCOP à une autre ou une SIC à une autre. Vous allez avoir des différents projets coopératifs, mais ils ont tous le même cœur, on va dire le même fonctionnement en interne et les mêmes principes. Dans les idéaux, en fin de compte, il y a aussi, pour donner 2 exemples, parce qu'on peut donner que des exemples, pas des éléments qui s'appliquent à tout le monde, mais je discutais dernièrement avec un des salariés associés qui est rentré dans une SCOP d'industriel, on va dire, une nouvelle SCOP industrielle, et qui me dit j'adore ce fonctionnement-là, je trouve qu'il est cohérent avec mes valeurs que je porte. Et quand j'en parle avec les nouvelles générations, on veut des projets qui ont du sens. Et la dimension de la rémunération qui était un élément clé, alors ça n'empêche pas qu'il reste toujours présent dans les 3 éléments clés, mais la question du sens ou la dimension de rentrer dans une équipe ou de se sentir bien dans une entreprise, y compris ou être associé dans la notion, pas obligatoirement décideur, mais associé dans la prise de décision, devient des éléments de motif intéressants. Et le deuxième élément qu'on voit dans les idéaux, dans les réflexions, c'est de se dire, on veut aussi ne pas engager notre vie personnelle dans une entreprise. Et c'est vrai que dans beaucoup de projets coopératifs, à 99%, il y a toujours 1% dans tous les cas. Si vous trouvez le 1%, me le dites pas aujourd'hui, mais dans les 99%, on n'a pas de caution personnelle, c'est-à-dire les salariés ne sont pas engagés sur leurs biens propres, sur leurs biens matériels. Et ça, c'est aussi un élément de plus en plus. On veut trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et le système coopératif peut être une des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est une solution qui répond à tout le monde. Hein. D'autres sont sur des projets start-up et autres. Et même dans la catégorie start-up, on a des projets coopératifs qui émergent. Alors que ça aurait pu ne pas du tout être imaginé, parce que start-up dit on progresse, on revend et on fait une plus-value. Alors qu'aujourd'hui, on a des projets qui émergent dans des systèmes coopératifs avec une vraie volonté de vivre une expérience coopérative, une expérience de vie qui était encore plus prononcée. Stéphanie Mouniard, sur la question de l'expérience, des enjeux, du sens que l'on cherche au quotidien dans le monde du travail, dans une coopérative. Est-ce que ce que vient de dire Jérôme Carpinelli fait écho à ce que vous vivez au quotidien à Biocop Calune ? Nécessairement. Après, en étant à la fois SCOP et adhérent au réseau Biocop, sur le partage des richesses, des revenus, l'écart entre le plus haut salaire et le plus faible salaire, on est vigilant à ça. Après, sur le fonctionnement au quotidien, oui, les salariés se disent qu'ils viennent dans une SCOP et ils viennent pas chez Leclerc ou Intermarché ou Lidl ou Action. Enfin, c'est pas forcément, c'est pas le même mode de management et il n'y a pas forcément la même écoute. Donc oui, il y a quand même une différence.
Vous écoutez RBG Radio Broad-Junette. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Mougnard, co-gérante de Biocop Calune, Jérôme Carpinelli, directeur adjoint à l'URSCOP de l'Ouest, Union régionale des sociétés coopératives, et François Marciano, directeur de la SCOP Duralex. Alors, nos invités de la table ronde réalisée en public à Kergrist et proposée par le pôle ESS, Économie sociale et solidaire du Centre-Bretagne. Alors on en sait maintenant un peu plus sur le fonctionnement d'une SCOP, ses particularités. On devine peut-être les mauvaises langues nous susurrer des « ok, c'est super, c'est sympa, il y a des jolies valeurs, il y a du sens dans vos histoires ». Mais quand il y a un souci, une crise économique, des difficultés quelconques, comment vous résistez ? On l'a évoqué il y a quelques minutes, Stéphanie Mougnard, dans votre témoignage, on peut peut-être développer un peu plus. Biocop Calune, qui a été, il n'y a pas si longtemps, en difficulté, c'est probablement le fait d'avoir été une SCOP qui a permis d'aller de l'avant. Oui, nous, c'est clairement le statut qui a fait que Swazik et moi avons pu être désignée gérante, puisque si on n'avait pas été désigné, il y aurait eu carence de gérants et on aurait été obligé de fermer les 4 magasins et à l'époque supprimer une 50aine d'emplois. Donc le fait d'avoir été désigné, on a pu prendre nos responsabilités. Et donc après, avant d'être une entreprise sociale et solidaire, on est une entreprise. Donc malheureusement, il a quand même fallu qu'on fasse des choix économiques. Donc on a été obligé de fermer un magasin. Mais dans l'absolu, on a gardé 3 magasins ouverts. Et aujourd'hui, on a toujours 38 salariés. François Marciano, à l'échelle de Duralex, qu'est-ce que le fait d'être une SCOP peut peut-être garantir, ou en tout cas quels outils, quels garde-fous vous avez que d'autres entreprises n'auraient peut-être pas ? Alors la transparence, déjà, parce que l'avantage d'être une SCOP, je le faisais remarquer à mes financeurs, donc aux banquiers, à tout le monde. Tous les 3 mois, je fais une réunion financière, donc c'est pas marrant, c'est pas de réunion où on rigole beaucoup, mais on leur donne la transparence totale. Ils voient les commandes du monde entier, ils voient le chiffre d'affaires, ils voient le cash, ils voient absolument tout. Et ça, les salariés ont accès à ça en permanence. J'ai mis en place des télés dans toute l'usine, on fait des reportings sans arrêt. Tous les salariés sont au courant quasiment, presque, je ne vais pas dire en même temps que moi, mais quasiment à 3 jours près, ils ont la même info que moi. Donc ça, c'est hyper important parce qu'ils savent pourquoi ils bossent. Ils savent comment ils avancent. Alors que Duralex ne gagne pas d'argent. Je vous rappelle, on a repris à la barre du tribunal une entreprise qui faisait 24 millions de chiffre d'affaires, qui avait perdu 40 millions sur les 4 dernières années. On l'a repris avec un plan qui va faire qu'on sera à l'équilibre dans 3 ans. Voilà pourquoi on avait besoin de 15 millions au départ, pour pouvoir financer le redressement de Duralex. Donc on a choisi de le redresser par le haut en gardant la totalité des salariés et en embauchant encore des salariés. Donc c'est complètement l'inverse d'un retournement classique. Je ne sais pas si vous connaissez les retournements classiques. Vous prenez votre fichier Excel, vous regardez les principaux coûts de l'entreprise. Vous dites, c'est les salaires, on va baisser d'autant, j'en vire 70, ça y est, je suis bon. Là, on va baisser, on va fermer une ligne, on va en garder que 2, ça va coûter autant. L'entreprise est rentable, allez, on y va. Voilà un petit peu, c'est toujours le système classique. Si on avait fait ça sur Duralex, c'était mort 3 mois après, c'était fermé. Mais l'avantage, c'est que les salariés sont au courant en permanence. Donc, ils vous suivent, ils vous écoutent, ils savent que si on fait ça, c'est pour ça, si on fait ça, c'est dans tel objectif, et donc, ça change tout. La deuxième chose, pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est que chez Duralex, on n'arrivait pas à embaucher. Vous imaginez, vous êtes une entreprise avec des flammes, on travaille le samedi, le dimanche, la nuit, vous allez voir des jeunes et vous leur dites, il faut venir chez Duralex, venez bosser, nouvel an vous le ferez à machine, vous allez voir, c'est marrant. Donc vous avez personne qui veut venir, ou c'est
un jeune de temps en temps qui est motivé parce que ça lui plaît, mais sinon c'est très compliqué. On est passé en scope, j'ai des piles de CV. Hein. C'est complètement inversé. Hein. On n'a rien changé. Hein. Et comment vous l'expliquez ? Parce qu'ils savent qu'ils vont participer au développement de l'entreprise. Donc là, c'est a priori, à coup sûr, des salariés qui voudront venir en tant qu'associés. Ouais. C'est une obligation chez Duralex quand on est nouvel embauché. C'est dans les statuts, nouvel embauché, et obligatoirement... Et donc clairement aussi dans les offres d'emploi ? C'est marqué dedans. Jérôme Kerpinelli, peut-être d'autres éléments importants sur cette question, en quoi les coopératives pourraient mieux résister aux tempêtes ? Alors, on avait fait une étude après Covid aussi, parce qu'on l'a oublié cette période-là, mais ça a été intense. Et il y avait une étude qui avait démontré que les scopes résistaient mieux à la crise pendant la période de Covid. Et donc ça, c'était un élément intéressant sur cette étude. On s'était posé la question, les scopes les plus anciennes ont des réserves pour certaines d'entre elles, et donc ont pu absorber notamment des années un peu plus difficiles. Donc, et à ce moment-là aussi, le mouvement avait créé des outils spécifiques financiers. On avait créé des propres outils, parce qu'on a nos propres outils financiers, pour aider nos coopératives, notamment dans la circulation de la trésorerie. Voilà, c'est pour donner quelques exemples précis. Là, aujourd'hui, en fin de compte, on dit que les scopes résistent mieux à la crise. On a un indicateur INSEE qui le traduit. Il est en augmentation de 3 points, c'est-à-dire le taux de pérennité à 5 ans de nos coopératives, c'est un indicateur clé qu'on référence, augmente, alors que le contexte n'est quand même pas évident, on va dire, dans le domaine d'activité, dans différents domaines d'activité, le bâtiment, si là on a le BTP, constructeur de maisons individuelles, on en a des scopes dans ce domaine, c'est pas évident. Vous imaginez bien le contexte aujourd'hui du logement neuf, dans d'autres secteurs aussi d'activité. Mais elle arrive à résister face à la crise parce qu'elles ont constitué comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Elles ont mis de côté en réserve pour pouvoir faire face éventuellement à des coups durs. Et si on repart de l'histoire de beaucoup de coopératives, on a des coopératives centenaires qui existent sur nos territoires. Quand on entend la fraternelle, l'union, vous imaginez bien qu'elles existent depuis un certain nombre d'années. Et donc elles ont pu résister facilement, on va dire pas facilement, mais elles ont résisté à des crises au fur et à mesure des années. Et ce qu'on entend comme écho lorsqu'elles nous témoignent un peu de leur retour, c'est que face à des moments de crise, il y a eu aussi des prises de décision des salariés qui ont été pas facile à prendre. Quand vous dites à un moment donné on va baisser les salaires pour faire face à une période de crise, vous imaginez le contexte personnel, vous imaginez, et certaines scopes l'ont fait en prenant des informations, en diffusant des informations, en disant on va se séparer de certains nombres d'associés aujourd'hui parce qu'il faut faire face à, mais on pourra éventuellement recruter de nouveaux si l'activité repart. Donc, et vous voyez bien qu'à chaque fois c'est fait dans une notion de transparence, de diffusion de l'information, pour permettre en fin de compte aux salariés de comprendre la prise de décision. Vous imaginez bien que c'est des longs débats et que pour les pilotes qui managent ça, c'est des nuits blanches, des notions où il faut prendre une énergie forte. Et moi je trouve que c'est une véritable talent aujourd'hui que ça soit d'être dirigeant globalement dans le contexte actuel. Alors moi, je donne juste ma expérience en 2017 où j'ai pris la fonction de directeur adjoint. Je m'étais dit on va faire comme d'habitude les années précédentes, on fait une projection des 3-5 ans. On a un budget prévisionnel et on suit le budget prévisionnel. Et j'ai l'impression que depuis 2017 ou 2018, chaque année, on rebat les cartes et on se dit qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va falloir anticiper. Et je trouve que c'est véritablement aujourd'hui assez talentueux de prendre la mesure du poste de dirigeant. Et en coopérative, le seul point qu'on a vu quand on a fait l'indicateur en termes de crise, c'est que le dirigeant n'était pas seul, on va dire. Soit il y a une cogérance, des fois ils sont à deux, et des fois d'être à deux, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui nous comprend, soit des fois ils font appel à l'Union régionale des scopes, ou soit des mentors de d'autres scopes qui viennent en aide. On a eu ce cas de figure-là, où il y a eu l'entraide entre coopératives face à des situations compliquées. Et ça, je trouve, c'est hyper, dans le contexte actuel où on parle d'individualisme, c'est hyper, moi je trouve en tant que métier de l'Union régionale des scopes, de voir ces expériences-là au quotidien, ou des expériences d'entraide et de coopération vivre par des expériences qui montrent des réussites sur le long terme, c'est plutôt relativement agréable et moteur, on va dire, pour l'avenir. Donc on a ces expériences, ces données qui donnent du crédit justement au SCOP. On comprend que des salariés potentiels sont également séduits par ces entreprises. Et pourtant, si on a bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, on comprend que parfois les SCOP peuvent manquer de reconnaissance, de crédibilité, en l'occurrence vis-à-vis des banques, peut-être parfois de collectivités ou de l'État. Alors, je ne sais pas du tout en Bretagne, parce que la Bretagne c'est magnifique, mais à part que c'est beau, je ne connais pas du tout la Bretagne. Mais
Sur le reste de la France, hein, et hélas, parce que je suis souvent dans des établissements à Paris publics qui sont, ignorants des scopes, donc ils ne savent pas ce que c'est. Les banquiers, les scopes, je vous dis pas, pour eux c'est la planète Mars, mais vraiment la planète Mars. Hein. À Orléans, on était la première scope à s'enregistrer. On a mis 4 jours pour pouvoir enregistrer la scope. Ils ne comprenaient pas, mais pourquoi il y a autant de personnes sur votre sirette, mais ça va pas, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Enfin, c'est ça en fait. Hein. Ils ne maîtrisent absolument rien, hein, parce que en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça change absolument rien. Hein. Et d'habitude, vous avez un nom ou deux, bah là, il y en a 140. Bah ouais, il y en a 140. C'est pas, il y a que ça qui change. Hein. Mais ils sont perturbés. Et donc, ils comprennent pas. Et le français, quand il comprend pas, il a peur. Et donc, eux, ils ont peur. En face de vous, vous avez des gens, ils sont tétanisés, ils comprennent pas. Donc, comprennent pas, ils veulent pas. Jérôme Carpinelli, est-ce que vous êtes souvent confronté à ce type d'expérience, on va dire, contrariante, ou est-ce que vous avez l'impression que ça évolue quand même dans le bon sens ? Alors, je vais dire que le statuscope est encore méconnu, comme le statuscic encore plus, puisqu'il est récent. Je disais, en Bretagne, on a environ 266 coopératives, ça fait 5000 emplois. On a des bastions comme le Finistère, il y a des rues où il y a des noms de dirigeants de Scope, hein, donc, qui sont marqués sur la rue. Si vous retracez l'histoire du Finistère ou certains territoires, le Morbihan un peu moins, mais vous avez, voilà, ça fait 5000 emplois sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on voit sur la question de l'inscription, le guichet unique, c'est compliqué pour tout le monde et encore plus pour le statuscope. On voit des améliorations, parce que ça y est, le mot Scope apparaît, donc au niveau, c'est récent, on va dire, donc, parce que souvent c'était mal énoncé. On voit des améliorations, mais ça reste méconnu, parce que si on parle de la création pure, combien représente la création pure de nouvelles scopes dans le paysage global ? Donc rien, en fin de compte, aujourd'hui, c'est-à-dire en nombre de dossiers, en représentation. Alors de plus en plus, on traduit aussi avec des éléments chiffrés sur le niveau de chiffre d'affaires qu'on prend, le nombre d'emplois, et c'est vrai qu'on communique de plus en plus en disant les emplois de l'ESS globalement, parce que quand on voit la représentation des structures de l'ESS dans le contexte de restrictions budgétaires, comme ça, de coupes naturelles, où d'un seul coup on élimine la ligne sans prendre en compte encore dernièrement, si vous avez pu voir sur les envies, les articles de presse, on coupe alors que ça développe quand même toute une activité, des services, ça aide des personnes en difficulté et autres. Voilà, on prend des décisions d'ordre financier et donc à un moment donné aussi, il faut raisonner sur les mêmes chiffres qu'eux. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler aussi notre communication en disant qu'est-ce qui va leur parler réellement, comment on peut les toucher, comment on peut travailler avec eux. Alors sur les partenaires bancaires, on a historiquement des partenaires historiques. Après, ça dépend toujours, ils restent toujours sur les mêmes conditions de qualité de dossier. Est-ce que le dossier est bon, est-ce qu'il est sécurisé, et la prise de risque, ça c'est historique, ça sera difficile à changer. La prise de risque lorsqu'on est un partenaire bancaire est relativement minime, voire quasiment nulle, avec des outils de garantie. Donc d'où l'intérêt aussi de développer nos propres outils financiers. Et dans notre réseau, une partie des cotisations de nos membres sert à nos outils financiers pour financer des projets, soit de croissance ou des projets en situation de difficulté. Et donc ça aussi, c'est des développements qu'on essaye, mais on représente encore malheureusement faiblement pour pouvoir peser sur la scène aujourd'hui. Alors on parle beaucoup du fonctionnement de ces entreprises, d'économie, de production, bien sûr. Il y a la question de la vente. Alors, une petite question marketing, François Marciano, qui peut faire écho à ce que nous disait Stéphanie Mouniard tout à l'heure. On sait que Duralex jouit d'un fort attachement, d'une image de marque forte. Est-ce que le fait de devenir une SCOP, donc une entreprise peut-être différente, peut-être plus vertueuse, est-ce que c'est affiché auprès du grand public ? Est-ce que c'est un argument que vous utilisez pour convaincre les clients potentiels de choisir Duralex plutôt qu'une autre marque ? Alors vous avez vu qu'on a appelé Duralex Scope SA. Donc on a voulu mettre le mot Scope dans le nom de la société. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er août ? Je peux vous le dire. Mon téléphone a explosé. Quand je dis explosé, j'ai eu 4500 mails, j'ai eu
2700 SMS, j'ai eu, je ne sais plus combien sur LinkedIn, enfin, j'en passais des meilleurs, mais pas que en France, hein. J'ai eu les pays nordiques, j'ai eu la Chine, j'ai eu le Japon, c'est tout le monde qui nous a appelés. J'ai eu le ministre de l'Espagne qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Marciano, bravo, une scope ». Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en Espagne, c'est culturellement, ils aiment bien les coopératives, hein. Et il dit « Comment on peut vous aider ?» J'ai eu la ministre d'Italie qui m'a appelé, qui me dit, avec l'accent, je ne vais pas vous le faire, mais comment on peut vous aider? Donc c'est le monde entier qui a réagi parce que c'est devenu une scope, que les salariés ont repris leur entreprise. Donc ça, c'est hyper puissant parce que nous, on communique énormément là-dessus, hein, pour dire, oui, c'est les salariés qui ont repris. C'est les salariés qui travaillent pour eux et uniquement pour eux. Donc oui, c'est très fort le mot scope quand vous savez bien l'utiliser. Et concernant Biocop Calune, quelle sensibilisation il y a sur le côté scope, sur l'économie sociale et solidaire peut-être en général, alors auprès de vos clientes et clients, mais aussi et surtout en interne auprès des salariés, qu'ils soient ou non associés. On a donné quelques éléments tout à l'heure, mais si on peut préciser. Alors, nos actions auprès de nos clients sur le pôle ESS, on a diffusé l'expo sur le réemploi du textile dans nos magasins. On a fait circuler dans nos 3 magasins. Ensuite, on a communiqué comme quoi on était adhérent du pôle ESS. On fait des ateliers dans nos magasins. On a créé un partenariat avec certaines entreprises du territoire. Donc sur par exemple la cantine des Halles, la balade du Père Nicolas. Donc on sensibilise nos clients comme quoi on est acteur du pôle ESS et on essaye de bien choisir nos partenariats et nos animations en magasin. Vis-à-vis de nos salariés, donc c'est ce que je disais précédemment, on est reparti de la base. Ils avaient un peu oublié qu'ils pouvaient être associés et qu'ils étaient acteurs de leur entreprise et de leur outil de travail. Donc là, on a réentamé la redynamisation de notre vie coopérative. Donc l'année dernière, on a accueilli 3 nouvelles associées et notre AG est la semaine prochaine et normalement, on devrait accueillir 6 nouveaux associés. Donc on devrait être du coup 13 associés sur 38 salariés. Donc on est contente de cette évolution. Et et après donc on a présenté on a accompagné par l'URSCOP, on a mis en place un parcours du sociétariat défini ensemble et on s'est engagé à faire suivre les formations à nos salariés associés et y compris aux non associés s'ils veulent suivre la formation bienvenue en SCOP, ça sera avec plaisir. Et après on a utilisé les mêmes outils. On a été transparente sur toute notre procédure pendant le redressement judiciaire. On continue. Les salariés associés ont accès au compte, mais même les autres. Dans notre gestion au quotidien, il n'y a quasiment pas de différence entre salariés associés ou salariés. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des outils. Alors il y a des formations, les parcours que vous nous avez cités, qui permettent de ne pas oublier cette partie-là, parce que surtout si on imagine un magasin ou d'autres structures, allez vite, on a besoin de quelqu'un, on va recruter quelqu'un, mais l'objectif à court terme, c'est que la personne soit sur son poste. Parfois, on peut avoir tendance à oublier de raconter soit l'histoire de l'entreprise, soit d'aller de façon très profonde dans les particularités d'une SCOP. Là, c'est aussi votre rôle à l'URSCOP. Alors, pour juste porter une précision, il y a certaines SCOP qui vont faire une candidature, on appelle ça obligatoire, c'est-à-dire que dans le contrat de travail, c'est mentionné le fait qu'ils doivent devenir associés au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, on définit les règles du jeu au démarrage, ils ont 1 an, 2 ans, ça dépend des statuts. Et d'autres qui décident de faire une candidature volontaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent poser leur candidature à tout moment. Et donc, ça va être la dynamique qu'on va créer coopérative qui va donner envie que les personnes se positionnent. Et donc on a 2 cas de figure qui sont différents et là on voit bien sur
sur l'exemple de Biocop Calune, avoir 6 nouveaux entrées, c'est-à-dire que là, dans une situation auquel on a sur un redémarrage, ça montre que le niveau de confiance et le niveau de mise en place du fonctionnement qui a été repris par les 2 co-gérantes là présentes est efficace et montre que les salariés se sentent en confiance pour pouvoir prendre des parts. Et c'est un élément clé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur l'aspect très humain, c'est-à-dire que c'est une confiance qui se met entre les associés, les leaders, et à un moment donné, on est en partage pour pouvoir réussir quelque chose en commun et faire fonctionner, alors en l'occurrence, ce magasin Biocop là, qui est présent sur Biocop Calune, et défendre des produits pour le service client au plus profond. Alors on a tout juste évoqué tout à l'heure la question de la répartition des bénéfices, c'est évidemment un point important. Jérôme Carpinelli, quel est le cadre, si on peut préciser un peu le cadre pour cette répartition? Alors sur les scopes, la répartition, c'est que comme c'est une entreprise qui promouvoit le développement des salariés à devenir associés, il y a une grande partie du résultat qui est distribuée aux salariés. On va dire, c'est de la participation. C'est au minimum 25% du résultat qui est distribué aux salariés. Donc on récompense l'effort des salariés tout au long de l'année. On a une deuxième partie parce qu'il faut assurer la pérennité de l'entreprise, donc on met en réserve, donc il y a un minimum de 16% qui est mis en réserve, c'est-à-dire pour assurer la pérennité, les emplois, les investissements. Et le dernier, on a mis plutôt un maximum, c'est un maximum pour le versement de dividendes, c'est-à-dire les salariés qui auraient pris des parts en tant qu'associés pourraient toucher aussi des dividendes, et là c'est un maximum d'un tiers. La moyenne générale, ça c'est les minimums et maximums. On va dire chaque scope fait en fonction de leur stratégie, leur développement et leur situation aussi économique. La moyenne nationale, c'est 45% en réserve, 45% pour les salariés et 10 à 12% pour les dividendes. Ça, c'est la moyenne globalisée sur l'ensemble de nos scopes en France pour dire on en met au moins presque la moitié en réserve pour assurer la pérennité, on récompense les salariés et on donne une compensation pour ceux qui ont pris des parts sociales. Ça y est, on arrive à la fin. Donc Jean-Yves Quintel, membre de la collégiale du pôle ESS Centre-Bretagne, pour le mot de la fin. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence et de la qualité de l'intervention, de vos réponses et puis des questions. J'espère que pour la suite, ça va nourrir nos réflexions en local et plus. Moi, je retiens aussi une chose que vous avez évoquée, M. Marciano, c'est l'importance du contexte politique. Je crois que c'est pour ce genre de projet qui n'est pas forcément suivi effectivement à un autre niveau ou à même décrié, l'important d'avoir du soutien au local. Je me tourne vers un ancien collègue de la communauté de communes. Lorsque nous avons mis en place une SIC Bois Énergie, c'était pas forcément évident de convaincre nos politiques, malgré la qualité d'un projet. D'ailleurs, on s'était rencontrés à ce moment-là aussi. Et voilà, donc je pense qu'on a encore du boulot et puis d'avoir de la force de conviction et de convaincre. Voilà. De convaincre aussi les Français qu'il faut acheter français. Et pas chinois parce qu'on achète 3 fois. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Jean-Yves, c'est la fin de cette table ronde autour des scopes. Les coopératives résistent-elles mieux à la crise? C'est la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Je pense que vous avez pas mal d'éléments de réponse normalement. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Broadjunet, rbg.bzh. Ce rendez-vous vous a été proposé à Kergrist, préparé et organisé par le pôle ESS Centre-Bretagne. Merci à l'ensemble des salariés, administratrices et administrateurs du pôle. Et on remercie bien sûr nos 3 invités, Stéphanie Mougnard, co-gérante de Biocop Calune, Jérôme Carpinelli, directeur adjoint de l'URSCOP de l'Ouest, et François Marciano, directeur de Duralex Scope. Merci beaucoup. Kenavo. Merci. Merci.